Le premier jeudi de la philanthropie de 2024. Donc, même si on n'a plus le droit, bonne année quand même à tous. Une année riche en publications, bien sûr la santé, mais aussi riche en publications et en nouveaux projets, hein. C'est ce qu'on souhaite à des profs en général ou à des étudiants. Donc, on est très heureux de commencer l'année avec Jonathan Deschênes, qui est donc professeur titulaire à HEC Montréal, euh, Agrégé, agrégé. Agrégé. Bon, mais bientôt titulaire, c'est sûr. un Euh, jour. un jour. Jonathan fait partie de l'Observatoire depuis 2 ans, 3 ans maintenant, depuis le lancement de l'Observatoire. Déjà, ça passe vite. Déjà, oh là là. Ouais. Son travail s'articule sur tout ce qui est travaux de pleine conscience. Il travaille aussi sur les marques responsables et les comportements de consommation prosociaux. Tout ce qui est vulnérabilité et les dons, et notamment aussi aux organisations. Ça va être le thème de sa présentation aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je me tais et je lui cède la parole. Merci Elisabeth, merci tout le monde, bonjour. Bon, comme je disais tout à l'heure, là, c'est une situation un peu difficile pour moi de tout devoir dire en 20 minutes, mais je vais faire un gros effort gigantesque pour y arriver. Là, je mets même mon chronomètre. Parce que bon, l'histoire que je vais raconter ici, c'est une histoire qui est co-construite d'ailleurs. Là, Verena, ma collègue, est là aussi, qui est co-autrice avec moi sur le papier, puis qui est première autrice en fait sur le papier, parce que Verena a toute la tâche gargantuesque de collecter les données que je ne peux pas faire, et vous allez comprendre déjà dans le titre que les données sont dans une langue que je ne maîtrise pas à la base, mais je fais mon possible pour accompagner Verena dans la démarche, dans le travail, puis on travaille très fort avec ce papier qu'on avait soumis à la base à Academy of Management Journal, qui ont beaucoup aimé, mais qui ont rejeté le papier. Et par la suite, on s'est retourné plus vers des revues en marketing. Donc, on est allé à Journal of Marketing. Puis là, on est rendu en troisième round à Journal of Marketing avec ce papier. Donc, on est toujours en train de reconstruire l'histoire. Là, je vous ferai pas l'historique de tout ce qui s'est passé, parce que juste ça, ce serait un 4 à 6 heures de discussion. Mais on en est rendu à essayer de présenter une histoire qui va répondre, on l'espère bien, aux exigences des évaluateurs qui sont tout cela étant dit, très bienveillant dans la démarche, donc ils nous accompagnent bien. Les commentaires sont toujours des commentaires pour nous aider à améliorer la chose, donc ils semblent croire encore au papier. On vous présente ça, Verena et moi, aujourd'hui. Puis en même temps, bon, c'est un papier il y a une portion théorique plus importante que d'habitude pour une revue comme Journal of Marketing, mais c'est ce que les évaluateurs nous ont amené un peu dans cette direction. Mais en même temps, il y a un côté assez appliqué, assez pratique, puis c'est pour ça aussi que Journal of Marketing est une revue qu'on ciblait, parce qu'on s'intéresse à la question du bénévolat, la question des bénévoles, puis dans la perspective des organismes eux-mêmes qui doivent gérer leur relation avec les bénévoles. Donc, c'est un petit peu l'idée, puis des bénévoles qui changent. Donc, grosso modo, c'est le résumé de l'histoire que je vais essayer de raconter au cours des 18 prochaines minutes. Alors, j'y vais, puis je fais simplement peut-être un rapide constat sur les choses. Il y a à peu près 850 millions de gens qui font du bénévolat par année sur la planète. C'est une énorme économie. C'est un énorme travail humain et financier aussi, en termes de valeur que ça peut apporter aux organisations de façon générale. Donc, sont extrêmement importants, les bénévoles, puis sont impliqués dans des milliers d'organismes partout. Donc, c'est très présent. Les organismes aussi, il faut les voir, il faut les concevoir, puis de plus en plus, c'est ce qu'on voit comme des marques. Parce que la notion de marque, on la voyait vraiment dans l'optique des entreprises à but lucratif pendant très longtemps, mais de plus en plus, on conçoit que les OBNL, les organismes à but non lucratif, ou ONG, dépendamment comme vous les appelez, ou même nous, on les appelle parfois des OBA, organismes de bienfaisance enregistrés, quand ils ont le droit d'émettre des reçus pour fin d'impôt à la suite de dons. Donc, toute cette grande catégorie développe de plus en plus des marques fortes et des marques qui sont reconnues. Donc, cette notion de gestion de marque est très présente et très forte. Et ça va jusqu'à, évidemment, parler de la relation avec la marque. Donc, il y a un grand nombre de parties prenantes qui évoluent autour de ces organismes, puis les organismes doivent se voir comme des marques entrant en relation avec ces parties prenantes. Les donateurs étant un exemple, mais évidemment, les bénévoles étant une autre grande catégorie très importante dans cette relation avec la marque. Eh bien, les bénévoles, ils évoluent, puis un peu ce que la littérature nous dit, puis un peu les constats que Verena et moi aussi, on a eu au fil du temps en côtoyant différents organismes ici, puis en Europe.
Et moi, je serais curieux aussi de voir les gens qui sont présents ici, qui avaient un pied ou deux ou les deux dans les organismes, comment vous recevez les choses qu'on vous présente, parce que c'est toujours intéressant de voir si ça résonne ou non avec la réalité. Mais ce qui est souvent décrit dans la littérature, lorsqu'on parle du bénévolat, on parle souvent du bénévolat qu'on va classifier de traditionnel ou classique, ou le format peut-être plus habituel des choses, du moins à une certaine époque. C'était ce bénévole qui était motivé par l'acte de donner. Principalement, c'est un élément très fort. Je donne de moi, je donne de mon temps. C'est très important de faire cet acte de don. L'organisme, le choix de l'organisme était très très important, très fort. Il y avait un fit souvent qui était, je parle pas juste au passé parce que c'est des choses qui existent encore aujourd'hui, mais c'était quelque chose qui était très présent par le passé, où on choisissait l'organisme, puis l'organisme avait une importance très importante pour la personne. Il y avait une recherche ou une quête de relations à long terme, donc c'est un bénévolat qui se développait longuement dans le temps et qui au final donnait des relations qui étaient très loyales. Donc la personne restait avec l'organisme puis elle n'allait pas forcément chercher à droite, à gauche des relations avec différents organismes. Et là, en parallèle de ça se développe un modèle ou une logique de bénévolat qui évolue. Qu'on va appeler ici, par faute de meilleur nom, le nouveau bénévole, mais nouveau ne veut pas forcément dire jeune, que la personne est jeune. Nouveau veut simplement dire par opposition au modèle classique. Donc, une personne de 50, 60, 70 ans pourrait entrer dans ce nouveau modèle théoriquement, si on souhaite. Ce nouveau bénévolat, il est beaucoup plus centré sur des exécutions à court terme, puis une diminution d'heures aussi. Puis beaucoup d'organismes en parlent que les bénévoles veulent faire moins, veulent donner moins de temps. Et ils veulent en faire, mais dans des périodes qui sont beaucoup plus courtes. Il y a une recherche d'horaire flexible, donc à un certain moment où certains organismes peuvent avoir un certain luxe de demander à des bénévoles de faire de participer à un temps précis, mais on se rend compte que maintenant c'est plus difficile parce que les bénévoles veulent pouvoir choisir le moment où ils vont le faire, quand ça les arrange, quand ils pourront le faire. Ils sont motivés aussi moins par l'acte de don que par une motivation qui est plus axée sur la croissance personnelle et professionnelle. Je veux me développer, je veux développer des compétences, je vais aller chercher dans le fond des relations avec des organismes qui m'amènent à ça. Et le sens d'identification qui pouvait être fort avec l'organisme est peut-être moins présent et plus centré sur la cause. Une cause implique qu'il peut y avoir plusieurs organismes qui gravitent autour de la cause. Donc, moi, je peux être moins centré sur un organisme en particulier, mais me mettre à peut-être butiner davantage et même éventuellement sortir, aller voir d'autres organismes parce qu'il peut y avoir d'autres causes qui m'intéressent. Puis là, il y a différentes explications potentielles qui sont amenées pourquoi est-ce que ça se produit, mais rapidement, les gens sont plus occupés, ils ont plus de dettes, ils travaillent plus, ils évoluent dans des marchés de l'emploi plus concurrentiels. On utilise le bénévolat comme un outil, potentiellement des valeurs qui deviennent plus individualistes, des relations humaines, sociales davantage médiées par les technologies de l'information et des communications, qui fait que la place, les interactions qui existaient avant, qui centraient les relations, sont peut-être plus diffuses, peut-être moins présentes. Et ça préoccupe vraiment, c'est pas juste nous, là, c'est des préoccupations qui sont présentes à l'intérieur des organismes. Puis on a par exemple la International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies qui ont dit un appel urgent, en parlant de tout ça, donc un appel urgent, et on fait un appel urgent en faveur d'un débat, d'une recherche, d'une analyse plus approfondie sur la manière dont le bénévolat évolue et est remis en question. Donc on s'en rend compte que c'est une sorte de crise un peu qui émerge au niveau des organismes. Puis pourquoi? C'est parce que les logiques se côtoient. D'une part, ça évolue, puis la manière de faire le bénévolat change, mais ce sont des logiques qui se côtoient. Donc, l'ancien ou le bénévole classique continue d'exister, mais il y a de plus en plus de place qui est donnée à ces bénévoles qui ont cette nouvelle approche. Puis, il faut générer les relations avec les deux parce que ils disparaissent pas. C'est pas comme moi, comme organisme, tout d'un coup, je n'ai que des nouveaux, mais j'ai à gérer les deux qui se présentent à moi. Puis quand on cherche des repères, on se rend compte que la littérature actuelle nous en donne peu. Donc, il y a peu d'informations qui nous est données sur comment faire ou comment gérer ces relations. Quand on regarde la littérature justement sur la gestion des relations avec la marque, parce que nous, on s'ancre un peu là-dedans pour essayer de trouver nos repères, on se rend compte qu'elle est centrée sur ce que nous, on appelle l'axiologie de la croissance. Donc, quand on regarde la littérature en marketing sur la gestion des relations, généralement, c'est avec les consommateurs, mais si on peut argumenter qu'un bénévole
est une forme de consommateur. Si on prend une vision élargie de ce qu'est être un consommateur, donc qui entre en relation avec une marque et qui consomme la proposition de valeur de la marque en utilisant son temps, son énergie, ses efforts, faisant ses choix, etc. Donc, cette littérature est ancrée sur l'axiologie de la croissance. C'est quoi? Ben, c'est simplement que la littérature valorise des relations qui croissent, des relations qui augmentent. Puis on associe de manière positive à cette idée que les relations devraient augmenter dans la littérature. Puis, juste pour vous montrer des exemples, on veut faire passer les gens d'une relation faible à indifférente à une relation plus forte dans laquelle ils sont plus attachés, connectés, plus amoureux d'une marque. Il faut créer, renforcer, entretenir des liens, renforcer l'engagement croissant. Donc, c'est très présent. Puis quand on regarde les meilleures revues en marketing, c'est le discours qu'elles utilisent. Donc, c'est le message qu'elles lancent, qui est très fort. Mais dans les faits, c'est pas toutes les relations qui sont positives. On se rend compte qu'il y a des relations qui se détériorent, qui se dissoudent, puis il y a même des relations parfois toxiques qui peuvent exister entre des consommateurs et des marques. Puis les consommateurs qui ont de la difficulté à s'extraire des relations qui peuvent exister avec ces marques. C'est pas toutes les relations positives qui sont durables non plus. On se rend compte qu'il peut y avoir des relations qui sont positives mais qui sont courtes et intenses et qui disparaissent. Puis parfois on utilise les termes de fling, d'amour passager ou de flirt qui peuvent exister entre les consommateurs et les marques. Puis même, c'est pas toutes les relations qui sont intéressantes. Il y a beaucoup de relations qui peuvent être des relations invisibles que le consommateur peut entretenir avec des marques qui tombent dans l'oubli, qui réapparaissent une fois de temps en temps quand on en a besoin, puis elles disparaissent à nouveau. Donc, on se situe dans une situation où, d'un côté, la littérature nous amène beaucoup dans cette vision que la relation doit être croissante pour qu'elle soit valorisée, mais on a plein d'évidences et d'indices qui nous amènent dans une direction inverse. Puis bon, ben ici, ça, je trouve que ça résume très bien. Connors et ses collègues ont parlé un peu de ça, puis disent, ben, il est peu probable que les consommateurs s'intéressent un jour à autant de marques que les spécialistes du marketing le souhaiteraient. Il est donc impératif que les spécialistes du marketing apprennent à évoluer dans les limites des relations existantes avec les marques, dont beaucoup sont plutôt distantes. Et nous, ben, c'est là-dedans qu'on s'ancre. C'est ce qu'on voit lorsqu'on s'intéresse justement à cette évolution du bénévolat, que on peut pas regarder les relations comme étant toujours des relations croissantes. Puis il y a des gens qui sont heureux et qui se satisfont dans des relations qui peuvent être durables, peut-être dans le temps, mais qui vont pas forcément croître ou décroître, qui sont juste des relations qui sont là, qui sont existantes. Puis nous, ben, on appelle ça en anglais, on utilise le terme neither growing nor fading relationships. Donc des relations qui sont là, mais qui n'ont pas cette capacité à nécessairement grandir, mais qui ont une grande valeur parce que le consommateur est quand même là puis il interagit. Fait que, encore une fois, le bénévole vient bien, cette évolution du bénévolat vient bien chercher cette idée ou cet esprit. Fait que ça nous amène un peu à poser cette question: comment une marque gère-t-elle de manière concomitante ses relations avec des consommateurs ancrés dans l'axiologie de la croissance et d'autres qui ne le sont pas, qui sont davantage dans ce rapport neither growing nor fading. Fait que c'est ce qui nous amène, dans le fond, à nous intéresser ou à placer tout ça dans le contexte de la Croix-Rouge. Puis dire, ben nous, on veut comprendre un peu cette réalité, puis comment un organisme en particulier, dans ce contexte-ci du bénévolat, dans le fond, en est arrivé avec le temps à trouver des manières de gérer ou de faire cohabiter ces deux types de consommateurs de sa marque, ces deux types de bénévoles. Fait que la Croix-Rouge d'Autriche, la Croix-Rouge de Vienne, très rapidement, fondée en 1961, elle était à la base exclusivement dans le bénévolat centré sur et là je m'amuse avec l'allemand que je maîtrise pas du tout, mais ausführende Mitglieder, qui sont les membres exécutants, qui sont ceux qui étaient là au départ, qui ont participé à la fondation. Puis certains sont, Verena me donne un petit pouce pour me dire que mon allemand est pas trop mauvais ici. Merci Verena. Donc, qui sont ces bénévoles dévoués, qui sont là depuis longtemps, qui se sont même développés dans la Croix-Rouge. Parfois, les couples se sont formés, les enfants sont devenus des enfants bénévoles. C'est toutes des histoires qui sont fantastiques. On pourrait en parler pendant des heures, mais juste pour un peu donner cette idée de la chose. Et qu'ils ont été là depuis le début, mais la Croix-Rouge a vu l'évolution, puis éventuellement s'est dit, il faut faire quelque chose parce que le modèle qu'on propose pour le bénévolat n'est pas un modèle qui est bien adapté. 2003, dans le fond, ils offrent cette alternative et créent ce qu'ils ont appelé Active Now. Donc ici, il n'y avait pas de nom allemand. Ils ont simplement appelé ça Active Now, qui est cette espèce de nouvelle catégorie qu'ils souhaitaient offrir pour permettre aux gens de justement développer potentiellement des relations peut-être plus relaxes avec la Croix-Rouge, mais ça n'a pas bien fonctionné. Je vais revenir un petit peu là-dessus plus tard. Et c'est en 2007, dans le fond, qu'ils ont créé Team Österreich, qui est, dans le fond, équipe Autriche, qui
souhaitent pleinement tenir compte de cette réalité des nouveaux bénévoles. Et dans le fond, le motto qu'ils utilisent, c'est une aide simple et sans engagement. Donc, c'est un peu le contexte historique dans lequel on s'ancre. Puis nous, on essaie de comprendre cette réalité, qui étaient ces bénévoles, puis comment les nouveaux, en quelque sorte, sont arrivés, puis qu'est-ce que la Croix-Rouge a réussi à faire pour les accueillir. Puis, comme données, en fait, je mets un grand on ici, mais Verena a fait une très, très, très grosse partie du travail qui consistait à aller colliger toute l'information au niveau des données d'archives, aller faire de l'observation parce qu'elle-même a fait du bénévolat pendant un certain nombre d'années, comme Ausführende Mitglieder, si je me trompe pas, hein, c'est ça. Donc, elle a pu faire beaucoup d'observations, puis ensuite, on a fait des entrevues avec une vingtaine de bénévoles qui sont des membres exécutants et d'autres qui sont les membres de la famille des Équipe Autriche puis Active Now et quelques employés aussi. Et pour y arriver, vous voyez comment l'histoire est longue à raconter, puis là je vais aller très vite là-dessus, mais pour y arriver, on a pris l'angle de la théorie de la pratique, qui est un concept qui est assez important, qui en quelque sorte, si je le résume en quelques lignes, c'est quoi une pratique? C'est une manière routinière de mettre des corps en mouvement, de manipuler des objets, de traiter des sujets, de décrire les choses et de comprendre le monde. Donc, une pratique, c'est pas juste une action. Une pratique, c'est une combinaison d'un ensemble d'éléments qui sont mis ensemble, qui fait que je me comporte d'une manière telle qu'elle est prévue, telle qu'elle est normée, telle qu'elle est comprise, telle qu'elle est constituée. C'est en quelque sorte une interaction entre des significations, des manières de faire et le monde matériel que l'on mobilise, dans le fond. Puis on place ça dans un contexte organisationnel parce que les pratiques ont été vues beaucoup dans un contexte individuel, mais nous, on s'ancre dans une approche plus organisationnelle. Mais là, je vais vous épargner les détails, mais on voit généralement une organisation comme un agencement de pratiques, de ce genre de pratiques qui vont être institutionnalisées, qui vont être plus ou moins connectées. Et là, après, ça devient très intéressant de voir, OK, la connexion, elle se fait comment? Il y a différents niveaux de pratiques qui vont exister, puis il va y avoir des pratiques qui vont être plus diffuses, plus petites, qui vont potentiellement s'intégrer dans des pratiques plus grandes, comme par exemple, si je fais du café, faire le café peut être une pratique, mais il peut être une pratique constituée de plusieurs petites pratiques. Si je fais un latte, par exemple, il va falloir que je sois capable de préparer l'espresso, donc de presser l'espresso. Je devrais être en mesure de fouetter le lait, avoir la bonne température, puis ultimement même développer les petits dessins. Moi, le latte, c'est mon préféré, c'est pour ça que j'en parle. D'être capable de faire le petit dessin sur le latte, tout ça, c'est un ensemble de pratiques qu'on pourrait appeler des pratiques dispersées qui se connectent à travers un but commun, à travers cette pratique intégrée qui serait la pratique du café. Donc, il y a toute cette relation complexe, hiérarchique, multiniveau dans les pratiques qui peuvent exister. Puis nous, on a pris une approche plus haut niveau un peu dans la manière de voir, parce que j'en reparlerai peut-être plus tard, là, mais on a pris une approche un peu plus haut niveau. On s'est intéressé davantage aux pratiques intégrées pour tenir compte de cette réalité de la gestion, de la mise en place de pratiques pour les membres, pour comprendre comment on les gère, ces différents bénévoles. Donc, on constate quand on regarde les membres exécutants, dans le fond, c'est qu'ils ont ce genre de relation que vous voyez ici. Donc, il y a quelque chose qui se développe avec le temps, puis éventuellement, il peut peut-être y avoir une sorte d'effet de fatigue, mais on est un peu dans une relation qui se développe, qui se renforce dans le temps. Et nous, lorsqu'on parle des pratiques intégratives, on en a vu en quelque sorte, ou on en voit en quelque sorte deux qui sont très importantes. Puis là, c'est une représentation approximative là, que je vous fais ici, mais juste pour donner un peu une idée, c'est qu'on voit un important élément qui est centré sur l'intégration de ces membres. Donc, développer des manières concrètes de les intégrer puis de développer des fondations fortes, puis ensuite cultiver cette relation qui devrait potentiellement toujours être grandissante, mais à peu près, on voit un peu l'idée. Et là, si on y va rapidement là-dedans, les pratiques d'intégration, et là, je vous ai mis, encore une fois ici, le matériel, les significations et ce qui est fait, parce que tout ça est intégré là-dedans. Donc, lorsque la Croix-Rouge développe ces pratiques d'intégration, il fait beaucoup de choses. Tout d'abord, il y a des séances d'information dans les bureaux qui sont faits, puis les gens intéressés vont intégrer un bureau de district, parce qu'il y a plusieurs bureaux de district à Vienne. Ils vont devoir faire une formation en premiers soins obligatoire. Ils vont débuter les activités de bénévolat. Ils vont avoir un service minimum obligatoire à faire à tous les mois en plus au travers de ça. Après ça, après 6 mois, il va y avoir une évaluation du travail, de ce qu'ils vont avoir fait, ce qu'ils se sont bien intégrés. Et si oui, ils vont recevoir une lettre du président de la Croix-Rouge qui va les remercier, les féliciter. Ils vont être invités par la suite à une inauguration
où ils vont être reçus officiellement comme étant des membres, ils vont recevoir leur uniforme. Là, je voulais juste aussi montrer rapidement quelques exemples où on voit dans le fond l'uniforme, puis on voit la présentation, la représentation officielle des membres et l'importance qu'ils peuvent avoir à partir du moment où ils ont été reconnus et intégrés. Et par la suite, une fois que ça s'est fait, là, on tombe dans la cultivation. Et là, la cultivation, c'est quoi? C'est de leur offrir des formations poussées, spécialisées dans les différents services que la Croix-Rouge offre. C'est de les impliquer dans un système hiérarchique parce qu'il y a toute une structure avec des statuts, avec je vais le présenter dans quelques secondes, mais il y a des codes précis, des badges à mettre sur leur uniforme pour reconnaître leur évolution, pour montrer qu'ils évoluent. Puis qui leur donne davantage de responsabilités et davantage de pouvoir lorsqu'ils sont sur le terrain pour gérer les activités. Puis ensuite, il y a tout un système de rappel qui est mis en place pour leur rappeler, n'oubliez pas de continuer de venir aux activités. Puis éventuellement, les activités auxquelles vous n'avez pas participé, on va vous contacter pour vous dire que vous auriez dû être là. Puis par là, ça peut aller jusqu'à recevoir des lettres et ça peut aller jusqu'à même recevoir des menaces. Disant, si vous ne continuez pas de participer aux activités, vous allez perdre votre statut de membre exécutant. Vous ne pourrez plus être un membre exécutant. Donc, voyez un peu où est-ce qu'on se place dans ce genre de relation. Voici un exemple, on a un exemple d'un uniforme de base avec, on voit les badges qui sont là, puis on voit tout le système, là, c'est quelques exemples, mais du système très précis, hiérarchique qui est offert aux gens pour les faire évoluer leur statut. On se retrouve maintenant avec Équipe Autriche, puis là, je vois que ça fait déjà 20 minutes, j'ai encore 3-4 minutes, ça peut aller? J'y arrive, j'ai quasiment terminé la présentation très rapide de la chose. Donc, l'Équipe Autriche, ça nous amène dans cette nouvel univers. Donc, c'est quoi cet univers? C'est des gens qui ont des interactions de manière de type pulse, des impulsions avec l'organisme. Donc, ils sont pas là, ils apparaissent, ils font des trucs, ils disparaissent, ils reviennent quelques temps plus tard, ça peut être des semaines, ça peut être des mois plus tard. Fait que c'est un peu ce genre de relation. Puis pour y arriver, on voit deux grandes pratiques intégrées. La première étant l'acquisition, qui est tellement importante pour acquérir ces membres, qui amène par la suite à l'activation. Donc, c'est les deux grandes catégories. L'acquisition implique, dans le cas de la Croix-Rouge, le développement d'une plateforme, médias sociaux, d'un site web pour accueillir les gens et de beaucoup de publicité qui est faite, puis des partenariats qui sont faits avec des stations de radio en Autriche pour faire la publicité de Team Österreich, pour que les gens voient l'intérêt, puis éventuellement viennent rejoindre directement la plateforme pour s'y ajouter, dans le fond. Donc, on mobilise beaucoup, on mise beaucoup sur le grand nombre. On veut qu'il y ait le plus de gens possible qui joignent la plateforme parce qu'on n'a pas le même genre de relation avec ces personnes. Donc, on voit un peu un exemple de la plateforme qui est présentée, puis après ça, différents types de... Et là, Verena pourra peut-être en parler davantage. Là, moi, je suis un peu limité sur ce volet. Et là, une fois que les gens ont intégré, après ça, c'est toute la question de l'activation qui va être mise en place. Et là, dépendamment des besoins, des activités, parfois on va cibler spécifiquement des personnes ou d'autres fois, on va lancer des messages ouverts d'appel à tous parce qu'on a besoin d'aide. On va utiliser la plateforme pour communiquer de manière claire avec les gens. Ensuite, il va y avoir tout un accueil de ces bénévoles parce que les bénévoles vont choisir d'aller sur le terrain, d'aller se présenter. Il va falloir accueillir ces gens, orchestrer leur réalité ou parfois non. Parce que des fois, la chose est très, très rapide et ils doivent juste aller faire des trucs et partir. Parfois, on va leur prêter une veste aussi en fonction du type d'activité qu'ils vont faire pour qu'on puisse les reconnaître comme bénévoles. Veste qui est très différente de l'uniforme des membres exécutants, mais parfois on leur en donnera pas non plus. Donc ça va dépendre de ce qui va se passer. Éventuellement, on va les remercier de leurs actions. On va reprendre la veste parce qu'ils vont pas la garder la veste. On leur prête la veste, qui est très différent de l'uniforme des membres exécutants qui conservent leur uniforme puis qui doivent le garder beau et propre en tout temps. Et après ça, on les laisse dormir. Puis on les laisse aller jusqu'à la prochaine activation. Donc on est vraiment dans une approche qui est une approche très différente. Et là, c'est pour vous montrer un peu des images de leur réalité à eux, qui peuvent être impliqués, mobilisés lorsqu'ils doivent, par exemple, nettoyer des terrains quand il y a eu des désastres, participer à des services pour offrir de la nourriture à des personnes qui ont des besoins d'aide. Et là, ici, on voit un exemple, justement, où on a une membre exécutante qui est en train de discuter avec
une personne d'équipe Autriche et les membres exécutants en fait jouent un rôle clé parce que c'est eux qui sont sur le terrain et c'est eux qui orchestrent les choses en raison de leur formation, de leurs compétences et de leur statut hiérarchique qui existe dans l'organisation. Terminé dans le fond là, parce que je vais fermer là-dessus, mais je vous ai parlé tout à l'heure de la catégorie Active Now qui avait été créée et qui a disparu. Mais en quelques mots, en fait, c'est assez intéressant, puis on pourra en parler aussi beaucoup par la suite, mais c'était une catégorie qui voulait une catégorie de transition. Donc, la Croix-Rouge avait créé Active Now en se disant, ben ces gens-là, on va leur permettre d'intégrer la Croix-Rouge sans être officiellement ancrés dans la catégorie des membres exécutants, mais on va leur donner 6 mois pour le faire. Puis on va leur donner cette période pour après ça faire la décision s'ils veulent entrer ou non dans la catégorie des membres exécutants. Et s'ils ne souhaitent pas le faire, ben ils quittent la Croix-Rouge. Donc c'est un peu la solution qu'ils avaient trouvée. Et en fait, ils avaient absolument pas saisi cette structure téléo-affective. Là, j'ai pas parlé de ce concept-là tout à l'heure, mais la structure téléo-affective, c'est un peu qu'est-ce qui cimente en fait les pratiques, puis qu'est-ce qui fait que les pratiques fonctionnent entre elles, puis ben ces bénévoles-là, ces nouveaux bénévoles, ils sont pas intéressés par la manière qui est proposée par aux membres exécutants. Ils sont pas intéressés par cette façon de faire. Ils veulent faire, comme on le disait tout à l'heure, du bénévolat rapide pour par la suite partir et quitter sans avoir d'attachement fort. Donc, il y avait un manque de compréhension à ce niveau-là. Puis, la volonté de la Croix-Rouge c'était centrée sur cette axiologie de la croissance, en fait, à la base. Alors que lorsqu'ils ont compris cette erreur, ils sont allés avec les membres avec les équipes Autriche, ils sont sortis de l'axiologie de la croissance. Ils ont reconnu, dans le fond, que d'essayer de faire croître les bénévoles n'était pas la solution. Puis, si on essayait de les faire croître, on allait à l'encontre de la proposition de valeur que eux ils recherchaient dans cet acte de bénévolat. Donc, c'est pour ça que je trouvais intéressant de mettre un peu en opposition, de voir un peu les membres exécutants et l'équipe Autriche, puis cette catégorie qui était une catégorie un peu entre les deux qui s'est développée de manière accidentelle, de manière organique, mais qui n'était pas la bonne manière de faire les choses. Fait que c'est un peu où on en est dans notre réflexion. Tu sais, je vous présente un peu l'idée le modèle un peu qu'on voit, où on a dans le fond 2 grandes pratiques intégrées, que sont la gestion des relations de croissance et la gestion des relations de type neither growing nor fading. Qui implique une mobilisation à différents niveaux des composantes des pratiques. Hein. Parfois, il y a certains types de matériels qui sont utilisés, certains lieux, certaines compétences, certaines personnes qui vont être mobilisées, certaines significations, puis qui vont nous amener, dans le fond, à devoir voir que ces différents éléments que j'ai présentés très, très, très rapidement, mais s'intègrent dans ces 2 pratiques importantes qu'on a vues, qui sont j'ai un blanc, là, je suis en anglais, le building and cultivating, je m'excuse, qui vont avoir un certain nombre d'éléments très importants qui vont être intégrés, puis la même chose se produit de l'autre côté. Puis on a une énorme relation qui se développe entre ces 2 grands types de bénévolat. Donc c'est pas qu'ils sont en isolation chacun de leur côté, mais on les reconnaît bien, et ensuite, à travers des interactions très précises entre les 2 catégories, on arrive à développer de manière harmonieuse la relation qui peut exister entre ces 2 types de bénévoles qui, à la base, sont très, très, très différents. Je pourrais continuer, je pourrais aller plus loin, peut-être potentiellement dans les trucs théoriques, mais je m'arrêterai ici. Je pense